Combien de fois vous croyez que j'ai répété ce discours avant de le donner? Allez, les paris sont ouverts. Ouais. Même la nuit dans mon sommeil. Oui, oui. Donc si vous voulez déchirer, si vous voulez avoir un impact, répétez. Et surtout, faites la différence et soyez vous-même. Vous êtes merveilleux comme vous êtes. Ne changez rien. Merci beaucoup. Je passe la parole. Oui, justement, si vous voulez gérer éventuellement les questions. Oui, mais alors on va vous donner le micro. Donc, ce que je vous demanderai, si vous voulez, c'est de dire en 3 secondes qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Ça va nous permettre de comprendre un peu votre contexte. Ou si vous êtes à la retraite, c'est aussi une probabilité. Jean Gouix, je travaille pour moi. Cool. J'ai travaillé pour IBM dans une vie antérieure. Ok. Oui, j'ai une question sur le mouvement, sur le déplacement. C'est quelque chose d'important pour moi. Vous avez des orateurs qui passent leur temps à déambuler. Tout à fait. Moi, ça me donne le tournis, souvent. On est d'accord. Et des orateurs qui sont complètement figés. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ils peuvent être là-bas, par exemple, devant le clair. Et puis d'autres, enfin, je pense que comme vous avez, j'ai trouvé, vous déplacez un petit peu, mais vous vous arrêtez. J'ai des intentions, en fait. Voilà. À chacun de mes déplacements, il y a une intention. Moi, je pense que le déplacement, c'est en fait la démonstration qu'on n'est pas tellement à l'aise, quoi, ou nerveux, ou stressé, non? Alors, il y a plein de choses qui peuvent traduire le stress. Hein, le syndrome de la savonnette, le cache-sexe, le style écolier, d'accord? Il y a plein de choses qui peuvent traduire un stress. D'accord? Maintenant, le déplacement, et c'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, parce qu'effectivement, je ne peux pas tout traiter ce soir. Ça n'apparaît pas là. C'est extrêmement important. Le déplacement. Alors, si vous voulez parler au cerveau gauche de la salle, où allez-vous vous déplacer sur scène? À l'inverse, bien sûr. Donc, vous allez vous déplacer ici. Donc, si vous voulez marquer un point technique, un point très technique ou un point de process, okay, vous allez parler au cerveau gauche de la salle. Si vous voulez parler, alors là, on est plus dans le fine-tuning de la prise de parole, hein, mais c'est intéressant comme question. Si vous voulez vous parler plutôt un peu en catimini, vous savez, un peu le style confidentiel, hein, vous allez parler plutôt du côté gauche de la pièce. Et si vous voulez vraiment marquer un impact, vous avez vu plusieurs fois durant ma conférence, je l'ai fait, vous avancez d'un pas vers le public pour le prendre dans vos bras. Hein? Ne pas toujours se déplacer. Et alors, s'il vous plaît, ça là, si j'avais fait toute ma conf comme ça là, est-ce que ça aurait eu le même impact? Non. Donc ça, c'est, vous savez quoi? C'est juste parce que vous ne prenez pas le temps de répéter. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais moi, je préfère quand c'est spontané. » C'est juste une façon de se planquer derrière le fait qu'en fait, ils n'ont pas répété. Donc en fait, c'est juste un peu de travail, quoi. Le public, ça se respecte. Si vous avez une prise de parole et que vous avez envie de déchirer, de faire un impact, vous devez répéter. Au moins 3 fois. Alors, quelques trucs pour répéter. Ça vous intéresse, des trucs pour répéter? C'est vachement intéressant. Alors, si vous êtes plutôt visuel, répétez avec vos transparents devant vous. Et relisez les transparents visuellement, donc vous allez créer un impact entre les images et vos propos. Si vous êtes plutôt auditif, comme moi par exemple, moi j'ai besoin de réentendre ma voix. Donc je m'enregistre avec mon PDA, et puis ensuite je me repasse la musique de ma voix, et j'associe automatiquement le son avec l'image. Une très bonne façon de répéter. Une autre technique extrêmement sympa, c'est utiliser votre main droite et faites avec votre main droite un cône. On va tous le faire ensemble, vous allez voir, c'est vachement sympa. Comme si c'était un petit micro. Parlez, vous allez entendre votre vraie voix. Allez-y, faites un cône, il faut que ce soit vraiment un cône, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou et puis un gros trou au bout. Allez-y, parlez. Vous allez entendre le son de votre vraie voix. Vous l'avez entendu?
Vous avez entendu le son de votre vraie voix? C'est comme ça que les gens vous entendent. Et quand vous allez faire ça, vous allez avoir ce qu'on appelle un retour audio-vocal. C'est-à-dire que vous allez entraîner en fait votre oreille et votre bouche à fonctionner ensemble. Et donc, il y aura une mémorisation beaucoup plus forte. Pourquoi la main droite? Parce que la main droite va aller directement à l'hémisphère gauche. Parce que la main droite, c'est le cerveau gauche, vous le savez. Donc, quand vous écoutez, c'est pareil, quand vous écoutez, il y a des gens qui vont plutôt tendre l'oreille droite. Effectivement, c'est une très bonne façon de faire. Tendez plutôt votre oreille droite quand vous écoutez. Parce que quand vous allez tendre votre oreille droite, l'information va aller directement dans l'hémisphère gauche. Alors que si vous tendez votre oreille gauche, l'information va d'abord aller là, et puis ensuite là. Et donc, il y aura une sorte de circuit en trop, quoi. C'est comme le circuit d'eau chaude dans les vieilles maisons. Vous savez, il faut d'abord que ça fasse tout un circuit avant que ça arrive au... Donc, utilisez ça, et puis vous pouvez répéter avec la main comme ça devant la bouche, et vous allez créer une boucle audio-vocale qui va permettre en fait à votre cerveau de bien mémoriser l'info. Je vous garantis que vous allez bien mieux mémoriser si vous faites comme ça. D'autres questions? Je suis sûre qu'il y a plein d'autres questions, ou alors j'ai été parfaite. Oui? Bonjour, merci pour cette présentation. Je m'appelle Liliane Guillemin et je suis chef de projet dans l'industrie pharmaceutique, donc des projets assez longs. Et ma question, c'est que parfois, on a une journée entière pour faire une overview du projet. Oui. Quels conseils vous donnez? Alors, bon, même si on fait un plan, on essaie de structurer, de changer un petit peu les intervenants, mais quels autres conseils donneriez-vous? Quand vous êtes tout seul ou quand vous avez un panel? Non, un panel. Un panel. Alors, quand il y a un panel, la bonne chose à faire, en fait, c'est d'avoir absolument, de vous répartir les rôles. Ce qui manque souvent dans un panel de présentation d'un projet, c'est le rôle qu'a eu Nicolas tout à l'heure, qui est de faire le MC. Le MC, c'est le maître de cérémonie. C'est un concept qui n'est pas très français dans l'absolu, mais qui est très utile. Donc, en fait, quand vous faites un panel, c'est très important en fait, d'avoir quelqu'un qui fasse le lien. Donc, utilisez le groupe et la force du groupe pour quelqu'un qui a, par exemple, des capacités de mémorisation plus importantes que les autres et qui va avoir cette capacité de rebondir sur ce qui a été dit, de faire une mini-synthèse, ce qui va permettre de rendre le projet sur la journée beaucoup plus attrayant pour le public qui vous écoute. Ça répond à votre question? Une autre question? Profitez-en, c'est un moment ou jamais, ou alors vous avez trop envie de la galette. Où j'ai tout couvert? Aurais-je couvert tous les points? Du côté gauche de la salle, je suis sûre qu'il y a des questions là. Il n'y a pas de questions? Oh, il y a une question. Et je voulais avoir plus d'astuces pour parler justement à la partie émotionnelle, au cerveau droit, si je ne me trompe pas. Plus d'astuces pour parler à la partie émotionnelle, c'est-à-dire plus d'astuces. Alors, la première astuce, ça se travaille un petit peu, mais ça a énormément d'impact, c'est de raconter une histoire. Donc, les gens sont très friands d'histoire. Ils sont friands finalement de savoir que vous allez pouvoir faire passer un point clé à partir d'une histoire qui est racontée sous forme de métaphore, un peu comme la cigale et la fourmi par exemple, ou le corbeau et le renard. Vous allez faire passer en fait un message clé, une sorte de morale de l'histoire, voyez. Et là, vous allez vraiment impacter votre public. C'est-à-dire, si vous avez vraiment envie de parler au cerveau droit, les cerveaux droits vont privilégier les petites histoires. Ils vont privilégier l'humour également. L'humour, c'est une façon extrêmement intéressante d'activer le public. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai utilisé la métaphore du sandwich. C'est très intéressant parce que là, j'ai carrément parlé au cerveau droit. Donc, vous utilisez les images métaphoriques et la petite histoire, en fait, si vous voulez, qui rallie le point et l'image à votre point clé. Ça demande un petit peu de dextérité, mais c'est très intéressant à faire. Et bien sûr, le storytelling, ça commence à rentrer ici en France et en Europe. C'est de plus en plus fréquent et il y a des gens fantastiques dans ce domaine. Notamment, il y a une jeune femme, elle doit avoir 68 ans. Elle s'appelle Glenna Salisbury. C'est la professionnelle au monde la plus intéressante que j'ai eu à rencontrer. Et elle, c'est la papesse du storytelling. Donc, à votre disposition, si vous avez envie de partager des ressources, moi je suis pleine de ressources et j'ai qu'une envie, c'est de les partager avec vous. Donc si vous avez besoin de contacts de gens qui sont des grands pros dans leur domaine, notamment le storytelling est un bon moyen de parler au cerveau droit pour faire prendre une décision. C'est vraiment le storytelling, donc les histoires et l'humour.
Une très bonne façon d'actionner le cerveau droit et de parler plutôt au côté émotionnel. Ça répond à votre question? Oui, très bien, merci. Okay. Une autre question? Ici? Oui, bonjour, merci de cette présentation. Thierry Soulard, comme Jean, je travaille aussi pour moi-même. Bon, la question que je voulais vous poser, c'est cette présentation que vous venez faire. Est-ce que vous la feriez de la même façon pour un public d'une autre culture? Non, clairement, concrètement, non. J'ai déjà eu l'occasion de la faire aux États-Unis, donc j'aborde pas les choses du tout de la même façon. Pas du tout. En fait, si vous voulez, je crois que la différence culturelle dans une présentation est certainement un des éléments les plus complexes. Parce qu'en fait, j'ai eu un jour l'occasion de travailler en Amérique du Nord, et notamment au Canada, et au Québec, pour être plus particulièrement précis. Et je me souviens d'avoir utilisé dans mes interventions le mot gamin, le mot gosse. Il y en a qui savent pas. D'accord? Et quand on parle des gosses au Québec, c'est les jojonies. D'accord? Vous le saviez? Ben oui, mais quand on est jeune, qu'on démarre dans le métier, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et donc, vous voyez, ça, c'est très important. Effectivement, il faut vraiment passer du temps avec une personne que vous connaissez de l'autre côté de l'Atlantique ou dans le pays en question. Prochainement, je vais avoir un webinaire donc, avec les Émirats. Donc, je suis la première femme qui a été invitée par le MILE, qui est une école de leadership international. Et je vais faire un webinaire sur comment préparer une négociation, parce que mon métier de base, c'est d'enseigner et de parler du métier qui m'anime depuis 20 ans, qui est la négociation. Et je fais un webinaire aux Émirats, en Arabie Saoudite, pour être précis. Et je peux vous garantir que je vais énormément préparer mon intervention. En tant que femme, absolument. J'ai été invitée, je suis une des premières femmes à pouvoir intervenir pour le MILE, qui est une grosse école, une école de leaders, en fait. Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de petites entreprises. Il y a énormément de sociétés de moins de 20 salariés. Et donc, ils veulent apprendre à préparer une transaction et à mieux négocier avec l'Europe. Donc, voilà. Vous voyez, donc, comme quoi, quand on présente, il faut être extrêmement prudent. Et en tant que femme, je peux vous garantir que je vais carrément soigner mon intervention. J'ai même déjà actionné 2-3 contacts là-bas pour qu'ils me donnent du feedback. Maintenant, Christine, si je peux rajouter juste une chose, présenter à cerveau total, ça, c'est interculturel. Donc, c'est déjà un gros atout quand on le fait. Une dame qui veut poser une question, et puis un monsieur là-bas ensuite. Oui, bonjour, merci. Claudine Heller de Orange. J'avais une question dans la prise de parole quand il n'y a pas de visualisation, pas de contact avec un public à travers des conférences et des documents partagés. Oui, donc quand vous n'avez pas de support visuel. À part un document partagé, voilà. Vous voulez dire juste une feuille de papier? Non, un document électronique partagé et conférence téléphonique. Ah, un conf call, donc à distance. Oui. Alors, vous vous souvenez de la diapositive que je vous ai projetée tout à l'heure sur les 38% d'impact paraverbal, donc le timbre de voix, le rythme et les silences? Eh bien, vous allez devoir mettre beaucoup plus d'emphase sur le paraverbal. Lorsque vous êtes en conférence virtuelle, l'impact de votre voix, les silences que vous allez mettre, la variété vocale va prendre beaucoup plus de place que si vous êtes en face à face. Donc il faudra travailler beaucoup plus la variété vocale, donner plus de musicalité à votre voix. Si vous avez envie que les gens vous écoutent à distance, si vous avez un projet à présenter, il va falloir beaucoup plus travailler cet aspect-là des choses. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Ça répond à votre question? Merci. Donc travaillez beaucoup plus le timbre de votre voix, les silences que vous allez mettre. Et puis, bien sûr, vous allez actionner aussi les pôles. Vous savez ce que c'est qu'un pôle? C'est des questions, des petites questions, en fait, si vous voulez, qui vont maintenir votre public éveillé. Parce que le problème des relations à distance, c'est que les gens lisent leurs mails pendant que vous parlez. Et donc, il faut absolument, et c'est vrai que c'est une nouveauté dans notre métier aujourd'hui, c'est de faire des interventions à distance sur GoToWebinar, GoToMeeting. Qui c'est qui utilise GoToWebinar, GoToMeeting? Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses où il faut vraiment beaucoup plus travailler l'impact de votre voix et les silences et la musicalité de votre voix. Voire même si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous challenge, si vous pouvez le faire à deux, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous avez par exemple la voix d'un homme, celle d'une femme, ou éventuellement 2 personnes différentes, avec un timbre différent. Et vous allez beaucoup plus faire agir votre public si vous travaillez cette partie-là des choses. Une autre question? Il y avait encore un monsieur qui était derrière, qui était avant vous.
C'est ça, et j'ai le micro. Voilà, très bien. Merci pour votre intervention. Moi, je m'appelle Johan Guénon-Perrin, je travaille pour Altran. J'ai 2 questions en fait. La première, vous avez parlé d'échecs tout à l'heure, donc je voulais savoir, vous, la plus grande difficulté que vous avez eue en étant sur scène, une situation, comment vous vous en êtes sorti et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez vraiment que j'y retourne dans cet ancrage-là? J'aimerais bien, ouais. Okay. Alors c'était en 2009, c'était le 12 juin 2009 précisément. J'avais une intervention, c'était ma première intervention en anglais, devant un public complètement international, donc dans le domaine de la pharma. C'était pour le PCMG. Pour ceux qui travaillent dans la pharmacie, ils savent très bien ce que c'est que le PCMG. C'est le Project Contract Management Group. Okay, et donc, je suis intervenue là. Et là, j'ai eu tous les ennuis qu'un orateur peut avoir. Tout. Des problèmes de PowerPoint. Le son qui déconnait. Là, ce soir, merci, Monsieur Gros. Je vous demande alors de l'applaudir bien fort. C'est lui qui est en régie. Et c'est votre premier allié, le tout premier allié, avant même tout le reste, c'est le régisseur. Donc, c'est très important que vous soyez vraiment son copain. Si jamais le son plante ou que la technique plante, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Donc, c'est très important, effectivement. Et là, tout a planté. Le PowerPoint ne marchait pas comme je voulais. À un moment donné, j'avais plus d'image, puis ça commençait à grésiller, puis à un moment donné, le son déconnait. Donc là, j'avais 2-3 fois le technicien qui est venu et qui me trafiquait la boîte, vous savez, qu'on a derrière, là. Okay, et il y avait mon mari dans la salle. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, attends, comment faire? Et là, c'est l'humour qui m'a sauvée. Parce que j'ai fait un trait d'humour qui a fait hurler de rire. Mais quand je dis hurler de rire, ils étaient pliés, les mecs, dans la salle. J'ai dit, écoutez, chérie, tu peux dire à ce technicien qu'il arrête de venir me ploter les fesses, parce que franchement, c'est très ennuyeux, c'est très gênant. Là, je dois parler en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Tout le monde était écroulé. Et ça a complètement, finalement, soulevé la mise. Et ça nous a permis de gagner ces 2-3 minutes pour caler la technique. Et hop, c'est reparti. Surtout, conservez le contact visuel. Si jamais un jour ça vous arrive, conservez le contact visuel avec la salle. Souvent, la mauvaise habitude qu'ont les gens, c'est à se mettre en dialogue avec eux-mêmes. Vous savez, ils regardent par terre. Et là, c'est la fin des Mohicans, hein, comme on dit. Vous allez perdre votre public. Et le public va vous perdre. Donc, quand vous êtes en difficulté, appuyez-vous sur le public. Le public est votre ami. Le public vous aime, généralement. Le public, c'est très rare que les gens viennent dans une pièce comme ça pour casser du conférencier. Généralement, les gens sont contents. Ils sont contents qu'on partage des choses avec eux. Donc, rares sont les moments, sauf si vous avez un ennemi dans la salle et qu'il est juste venu là pour vous mettre en difficulté. Mais sinon, le public est bienveillant. Dites-vous bien ça, c'est très important. Donc, la petite pointe d'humour m'a permis de me sauver. Mais c'était mon pire cauchemar. Merci de m'avoir emmené. Hein, c'était super. De rien. Une autre question? Il y avait encore d'autres questions là. C'est quelle est la partie innée, la partie acquise dans ce processus de prendre la parole? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas doué pour prendre la parole en public peut apprendre à le faire? Alors, ou seulement ça sert l'apprentissage uniquement pour ceux qui sont déjà doués pour améliorer? Alors, je vous garantis, la dernière fois que j'ai pris la parole en public, notamment pour le PMI, je me souviens, c'était à Monaco. Hein, et il y a une personne qui est venue me voir après, je ne vous dirai pas qui, parce que ça ne se fait pas. Mais il faisait partie de ces gens-là. Il avait un poste très important en entreprise et il était complètement tétanisé quand il prenait la parole. Ce n'était pas du tout inné chez lui, c'était quelque chose de difficile. Et après, ça a tout changé. Ça a changé sa vie. Mais est-ce qu'il y a des statistiques qui prouvent que des gens qui ne savaient pas parler... C'est bien une question de PMP, ça. apprennent à parler? Oui, il y a des statistiques. Les statistiques ne sont pas françaises. C'est un investissement qui vaut la peine. C'est clair. Alors, je peux juste vous donner une statistique, c'est que selon les différents accompagnateurs avec lesquels j'ai travaillé, et même moi-même en tant qu'accompagnatrice d'orateurs qui ne sont pas forcément des professionnels d'ailleurs, hein, j'ai des gens en entreprise, des cadres, des patrons, même des non-cadres, eh bien, en 3 séances, je les transforme. Le chiffre 3 est un chiffre extrêmement important en prise de parole en public. Vous avez remarqué que j'ai utilisé souvent le chiffre 3. D'accord ? 3 étapes dans le plan, 3 étapes dans le processus. 3 sessions d'une demi-journée et j'ai changé la personne. Véronique, tu peux être témoin, c'est elle qui fait les factures, donc elle peut vous dire. Le client a été complètement changé. On a changé sa posture. On a changé sa posture.
On lui a fait prendre conscience que le fond n'est rien sans la forme. Et lorsqu'il a pris conscience de ça, sa vie a changé. Donc, oui, c'est possible. Il y a des gens qui m'ont changé à l'époque. J'avais déjà peut-être un don pour ça, je ne sais pas. Je n'étais pas forcément très douée. J'aimais bien dialoguer avec les gens, j'avais le sens facile de la communication, mais je n'étais pas forcément ultra douée au départ. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que les coachs que j'ai eus dans ma vie m'ont carrément asticoté. Je vous les propose si vous voulez. Vous allez voir, vous n'êtes pas déçus du voyage. Bien sûr, il faut avoir un besoin. Mais aujourd'hui, quelles sont les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent s'en passer dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes dans cette pièce qui pensent qu'elles peuvent se passer de faire une intervention en public? Soyez honnête, levez la main si vraiment vous pensez que finalement ça ne vous concerne pas. Regardez autour de vous. Ça répond en partie à la statistique qu'on vous demandait. Hein. On est combien là? 130, 140? Je n'ai pas vu une main se lever. Donc, je pense que ça touche vraiment tout le monde. La prise de parole, c'est vraiment quelque chose de présent. Moi, je partage ça. Je ne suis pas une spécialiste dans ce domaine. Je suis oratrice professionnelle, mais ce n'est pas mon sujet de base. Mon sujet de base, c'est la négociation, comme je vous l'ai dit, parce que j'interviens notamment beaucoup avec les partenaires sociaux. En ce moment, il y a du boulot, surtout en France. Mais la prise de parole, j'en ai fait quelque part quelque chose de fort, parce que je pense que c'est quelque chose où je peux vraiment aider les gens. Et mon objectif, c'est d'aider les personnes qui sont en difficulté. Je ne veux plus avoir en face de moi des gens qui tremblent comme des feuilles juste avant de prendre la parole. Quand les gens tremblent comme des feuilles, la première chose qu'on remarque, c'est la voix. Hein? Ils sont en apnée, là. Et puis leur voix chancelle. Donc la respiration est vitale. Hein? Il y a plein de choses qui sont vitales, mais la respiration en fait partie. Il faut respirer avec le bidon. Notre question, et je crois que ce sera la dernière, parce qu'après il faut qu'on aille manger la galette. Oui? La dernière question de la salle? Il n'y a personne qui serait frustré là. Bon, alors, 2 dernières questions de vous et madame, et puis on répond très vite. Un micro? Oui. En fait, je suis là. Ah, pardon. Après, donc, vous et ensuite vous. Alors, Marion Tabé, je travaille à Schema et je voulais savoir si vous avez des astuces pour connaître le profil de la cible et donc les verts, des rouges, des Oui. Alors, les astuces, en fait, la première astuce, c'est d'abord d'écouter les mots qui sortent de la bouche de la personne pendant les 3 premières minutes. Si la personne vous parle en statistiques, en chiffres, elle veut savoir comment vous faites et comment ça marche, vous avez affaire à un cerveau gauche, à tendance corticale. Okay ? Si vous avez quelqu'un qui va beaucoup plus focaliser sur vous, qui vous êtes, c'est quoi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait avant de faire le métier que vous faites aujourd'hui, etc., vous avez affaire à un limbique droit, un rouge. Voyez ? Il faut juste ouvrir bien grand ses oreilles et écouter les mots qui sortent en premier de la bouche des gens. Dans les 3 premières minutes, les gens ont trahi leurs préférences cognitives. Ça répond à votre question? Ok. Encore une question? Oui, je m'appelle Gisèle Ezenman, je travaille chez IBM. Et ma question concerne, vous parliez de l'Arabie Saoudite. Oui. Est-ce que votre présentation différera en fonction du fait que l'audience est plutôt masculine? Est-ce qu'il y a justement un rapport clairement, surtout en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, je ne vais absolument jamais mentionner, si vous voulez, la posture de la femme, par exemple. Il y a des sujets que je vais éviter avec ces pays-là. Tous les pays des Émirats, globalement. Hein. Donc, je suis très honorée d'avoir été invitée par ce groupe. Hein, c'est pour moi un honneur en tant que femme avoir été invitée à faire un webinaire pour cette ethnie-là, parce que d'abord, c'est des gens que je ne connais pas très bien et je vais apprendre à les connaître. Hein. Je vais apprendre à les connaître, mais eux aussi vont apprendre à me connaître. On va s'apprivoiser. Hein. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire, effectivement. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Même en France, absolument. Même en France. Par exemple, il y a des codes. Hein, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, vous qui êtes des chefs de projet confirmés, qu'il y a des codes. Il y a des codes, il y a des codes vestimentaires. Hein, si j'étais venue... non, je ne mets pas le voile. Par contre, je porte des jupes. Je ne mets jamais en pantalon. Je porte des jupes très longues, c'est-à-dire qui vont pratiquement jusqu'aux chevilles. Pour eux, c'est très important de couvrir l'ensemble du corps. Hein. Donc, des manches longues jusqu'à peu près le milieu de la main. Il n'y a pas de voile, hein, parce qu'ils seraient offensés que je porte le voile. Mais moi, le fait que j'ai une robe longue, que je sois couverte, etc., c'est une marque de respect pour eux. Hein.
C'est important en fait de tenir compte de la culture. Et même en France, si on parle à un groupe de banquiers, je ne vais pas leur parler de mes dernières vacances et de la date à laquelle les enfants ont perdu leurs dents. Vous voyez ? Je vais leur parler dans leur langue, dans leur monde. C'est très important. Et ça, comme le disait très justement Véronique, c'est la préférence cognitive qui va tout changer. Le fait de parler à un groupe à cerveau total, comme je disais, c'est très important. Quelles que soient les ethnies d'ailleurs. Hein. Ça répond à votre question ? Ok. Une dernière question, et après on arrête. Allez-y. Marianne Guyenne, donc je travaille chez Capgemini. J'aurais aimé savoir comment on devient CSP. Comment on devient... Bonne question. Alors, comment devient-on CSP ? Donc, pour devenir CSP, il faut déjà avoir un peu le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'il faut faire des conférences. Dans le CSP, il faut avoir fait un minimum de 100 conférences sur une période de 5 ans, d'avoir touché un minimum de $650 000 sur les 50 conférences uniquement en conférence. Okay. Il faut avoir 20 papiers en tête, 20 lettres de référence sur papier en tête client qui remplissent un questionnaire que vous ne voyez pas, avec lequel vous n'avez aucun contact, qui est fait par un organisme extérieur à la fédération. Et si vous n'avez pas un minimum de 7,5 sur 10, vous repassez. Et il faut avoir 5 crédits éducatifs. Vous connaissez les Education Credits, vous les avez aussi pour le PMP. Hein. Donc il faut avoir 36 crédits éducatifs pour avoir le CSP. Et je suis la seule et la première en France à l'avoir. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'avoir fait. Pour moi, je me suis dit, si vous voulez, quand j'ai eu le wow effect, hein, le wow effect, en 2008, je me suis dit, j'avais 45 ans, je me suis dit, pour mes 50 ans, I will be CSP. Et je l'ai fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On est ensemble pour la galette. Je vais repasser la parole à ma collègue Véronique, qui va partager avec vous quelques informations. Et puis, on aura l'occasion de se parler, puisque vous restez avec moi à la galette. Je répondrai à toutes vos questions, bien sûr. Merci encore. Alors, travailler pour Christine, c'est un vrai challenge. Il y a plein de défis. Et ce soir, c'est un vrai cadeau, puisqu'en fait, je vais distribuer des cadeaux. Alors déjà, Christine, c'est une spécialiste en négociation. On a un DVD et on va le remettre en cadeau à une personne qui a bravé son courage pour prendre la parole en public dans la salle. Et c'était la première question. Et je crois que c'était vous, monsieur. Bravo. Voilà. Alors voilà pour ce premier cadeau. Alors on en a d'autres, des DVD, si vous voulez les acheter. Vous pourrez à la galette ou juste là. J'en ai pas énormément, juste une dizaine. Ce soir, ils sont vendus 50 € au TTC au lieu de 80 € hors taxe sur notre site internet. Et puis on a d'autres cadeaux, puisque vous avez une tombola lors de la galette. Et ce soir, nous vous offrons un autre DVD pour le lot de la tombola, mais également un profil de préférence personnelle, dont vous vous rappelez le quoi, comment, qui, pourquoi. Eh bien, il y en a un d'entre vous qui va gagner ce lot. Le profil, c'est un profil sous licence, donc ça coûte quelque chose, donc c'est un vrai cadeau. Et en plus, on va vous le débriefer de façon personnelle. Et ce cadeau, il coûte à peu près 640 €. Donc c'est un deuxième cadeau qu'on a mis dans la panière de PMI pour vous remercier de nous avoir accueillis ce soir. Alors on va faire le tirage au sort. Ah, tu veux faire le tirage maintenant ? Oui, on va le faire maintenant. Il faudrait que tu présentes les autres cadeaux. Alors, bon, oui, il y aura 2 autres cadeaux, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a 2 bons offerts par un de nos sponsors, donc IEL, 2 bons de formation, donc, et donc le cadeau offert encore une fois par Christine. Donc je vais faire tirer le regagnant du premier cadeau. Alors, tu ne regardes pas, hein, tu mets ta main. Qu'est-ce qui gagne celui-là ? Par quoi on commence ? On va commencer par un des 2 bons IEL. Alors, Paul Dahl. Paul Dahl. Alors, Paul, vous gagnez un livre, c'est ça ? Donc, un ouvrage. Alors, je te rends la carte. Tu donneras donc le voucher à Paul. Deuxième tirage pour donc, une classe virtuelle. Donc, la fameuse classe virtuelle. Attention, roulement de tambour. Lu Pinji.
félicitations. Alors, encore un bon IL, donc ce n'est pas des vouchers, c'est des ouvrages, hein, excusez-moi. Merci. Jean-Christophe Formosa. Là-bas, merci, bravo. Voilà, donc merci beaucoup encore. Merci d'avoir participé. Tu as oublié de tirer notre lot, là, tu me vexes. Le trou noir, tu sais. Alors, il y a un DVD et un profil. Donc, on va commencer par le DVD. Frédéric Latapier, je pense. Merci beaucoup. Comment mieux négocier en 40 minutes? Donc il y en a encore un, je ne me trompe pas cette fois-ci. Oui, ça c'est le coaching, ouais. C'est le... Scotching? C'est du scotching, ouais. 1 heure en face à face avec moi, en prise de parole. Okay. Donc, je préfère vous prévenir, vous allez souffrir. Hein. Fabrice Galland, je l'ai vu. Bravo. Bravo. Donc vous gagnez votre profil de préférence cognitive, donc vous allez savoir quel type d'orateur vous êtes et comment vous fonctionnez ici au niveau mental. Et puis vous aurez un débriefing personnalisé. Alors on est content, Fabrice. Voilà, donc j'ai rien oublié. Nicolas, il n'y a plus rien? C'est bon, donc moi j'ai 2 petites choses à dire. Un, notre partenaire Schema organise des petits déjeuners de l'information régulièrement. Ça a lieu à Grasse. Et le prochain, c'est mardi prochain, c'est à 8h30. C'est sur les parties prenantes, comment mieux engager les parties prenantes. Donc je vous invite à participer à ce petit déjeuner. Sur le site que vous a présenté Valérie, il y a les pointeurs pour s'inscrire et participer. Donc la semaine prochaine, mardi prochain, le matin. Notre prochain événement PMI, c'est en mars. Donc encore une fois avec Pascal, entre autres, qui va nous parler du PMBOK V5 et aussi, encore une fois, le nouveau chapitre des parties prenantes. Yossi, qui a posé la question tout à l'heure, et la personne qui va vous envoyer donc, des informations suite à cet événement-là, encore une fois, un petit survey, des informations. Vous retrouverez les photos qui ont été prises par notre collègue ici sur le site. Et donc toutes les informations, toute la suite sur le site. Donc je vous invite encore une fois à suivre Nicolas qui va se positionner en bout de couloir pour aller profiter d'une galette. Il y a des fèves dans les galettes et chaque fève donne droit encore une fois à des petits goodies. J'aimerais remercier chaleureusement Christian Jacques de m'avoir fait confiance en tant qu'oratrice et le PMI pour votre attention, parce que je n'ai pas entendu une mouche voler là, pendant mon intervention, donc merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Non, tu peux me débrancher, s'il te plaît. Il n'y a pas ton mari dans la salle? Non.